Enfin bon, Jean-Paul, à toi la parole. Et puis peut-être, on va essayer vraiment de tenir le dispositif 10h30, donc 10 minutes. Et puis voilà. Et puis on se quitte. Ça va être très triste, mais c'est comme ça. Oui, merci. Bon, je vais essayer d'utiliser optimalement ces 10 minutes. Bon, il y a évidemment beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Et au fond, ce que nous disons ce matin, c'est des choses que nous savons depuis au moins 50 ans. Quand j'étais jeune, j'ai été nourri des travaux de Bourdieu. Et il y a 50 ans exactement, les héritiers de Bourdieu disaient à peu près la même chose que ce que nous disons ce matin. Simplement, aujourd'hui, on y porte une plus grande attention. Et c'est heureux. Et je voudrais essayer d'expliquer pourquoi et surtout comment on peut essayer d'en sortir. Alors, je ne reviens pas évidemment sur toutes les données qui ont été évoquées, et qui montrent ce que l'on peut appeler, je ne dirais pas d'ailleurs forcément la progression des inégalités sociales, mais en tout cas le poids très important des inégalités sociales au regard du système éducatif. Je me contenterai de dire que si nous n'avons plus de temps, d'abord on pourra interroger certains indicateurs qui sont quand même très souvent discutables. Et puis surtout, comme on est dans une chaire de transition démographique et transition économique, je voudrais prendre un peu de hauteur par rapport au mouvement long. Et en particulier pour essayer de tenir un discours qui ne soit pas non plus cette espèce de discours excessivement pessimiste, assommant. Je vous assure que quand on entend un certain type de discours de l'école, on n'a qu'une envie, c'est de s'échapper de cette école. Que par ailleurs, d'ailleurs, d'aucuns disent beaucoup de gens au monde, et pour voyager pas mal, je peux le confirmer, nous envient. Et donc, comment trouver un chemin qui soit à la fois lucide sur tous les défauts, toutes les faiblesses, tout ce que nous avons à améliorer, et en même temps ne pas perdre de vue que nous avons entre les mains un instrument exceptionnel qui est quand même le cœur de la République. Et je voudrais quand même le rappeler parce que si on prend un peu de hauteur et de distance dans le temps, regardons ce qui sépare deux générations. La génération des 20-24 ans aujourd'hui, qui ont donc, et la génération de ceux qui avaient 20 ou 24 ans, il y a une génération, c'est-à-dire il y a 25 ans, et qui ont aujourd'hui entre 45 et 50 ans. Et c'est comme ça qu'il faut penser aussi le système scolaire. Moi, je me méfie toujours d'une étude du système scolaire sur des temps trop courts. D'abord parce que le parcours scolaire lui-même, je le rappelle, en France, il est quand même très long. L'espérance scolaire moyenne d'un enfant de 3 ans aujourd'hui, c'est 19 ans. Donc, je veux dire, il faut raisonner à ces échelles-là pour comprendre ce que c'est qu'une mutation et comment il faut opérer. Ça, c'est une chose que je veux rappeler, et en particulier quand on fait cette comparaison de 2 tranches à 25 ans d'écart, je suis désolé, mais notre système est plus démocratique aujourd'hui qu'il n'était il y a 25 ans. Bon, en particulier, si on regarde le taux d'accès, alors tout dépend de ce qu'on met d'ailleurs démocratique, je vais moi-même moduler ce que je suis en train de dire. Mais prenons 2 critères simples. L'accès au bac. Sur 25 ans, l'accès au bac a été évidemment très fortement multiplié pour les enfants d'ouvriers et d'employés, donc les catégories modestes, beaucoup plus. En gros, il a été supérieur, un accroissement supérieur à 2, là où pour les catégories plus favorisées culturellement, la distinction est importante. Il nous renvoie d'ailleurs là aussi à Bourdieu il y a très longtemps. Le capital culturel, on pourrait rattacher ça d'ailleurs au débat actuel sur les patrimoines, dont fait partie le capital culturel, à mon avis. Et donc une augmentation beaucoup plus forte pour les enfants d'ouvriers et d'employés que pour les enfants de cadres supérieurs, ayant d'ailleurs eux-mêmes des capitaux culturels, si je puis dire, assez différenciés. Pour l'accès à l'enseignement supérieur, c'est encore plus net. Là aussi, c'est évidemment beaucoup plus important. Mais il y a un point qu'il faut avoir clairement en tête, c'est que pour l'accès au bac, et c'est ça le sujet, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut qu'on regarde de près et creuser, cet accès fantastique s'est fait essentiellement par le bac professionnel. Et c'est ce sujet-là qu'il faut qu'on traite si on veut traiter sérieusement de la question.
Il y a 30 ans, quand on a inventé le bac pro, il y a 30 ans, il y a eu un débat fantastique, beaucoup de critiques, mais qu'est-ce que vous allez amener au bac des enfants d'ouvriers et d'employés? Je vous rappelle d'ailleurs que ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont demandé la création de bac professionnel du fait de l'évolution des besoins en qualification. Et on a su inventer ça, ça a provoqué cet accroissement prodigieux de l'accès au bac. Et aujourd'hui, nous sommes face à un autre problème, c'est qu'est-ce qui se passe après le bac. Alors, 5 minutes, pas beaucoup. Je voudrais dire que c'est ça qu'il faut qu'on regarde pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que la vraie discrimination, c'est aussi celle du niveau de diplôme atteint. Alors là, les écarts sont fantastiques. J'ai une statistique sous les yeux. Jusqu'à la licence, les écarts demeurent à peu près ce qu'ils sont jusqu'au bac. Mais après la licence, là, pratiquement, vous avez 7% d'enfants de classe modeste qui arrivent à bac plus 5 et plus. Là où pour les enfants, évidemment, de classe supérieure, on est à 30% et plus. Bon. Et donc, ça veut dire que la discrimination, elle est aussi à ce niveau-là, et elle est dans les parcours, et dans la façon dont est construit, ou sont construits les parcours. Alors, solution. Alors bien sûr, on peut parler de moyens, et en bon économiste, on peut évoquer des réallocations de ressources entre primaire, secondaire, supérieur. Quelqu'un a fait justement remarquer que dans la période que nous traversons, c'est pas si simple, parce que des réallocations, ça veut dire prendre à l'un pour donner à l'autre, et c'est jamais simple, y compris sur le plan plus politique. Mais la question, même si on arrivait à faire ça, même si nous étions en période budgétaire plus favorable, la question c'est surtout pourquoi faire. C'est pour comment utiliser ces efforts supplémentaires, que d'ailleurs le gouvernement actuel a lancés en faveur du primaire, mais pourquoi faire? Et c'est là où la question est compliquée, en particulier pour une raison très simple, c'est que le regard de notre société sur l'école a complètement changé. Ce que l'on dit aujourd'hui sur les décrocheurs, sur le taux d'échec, mais c'était un discours impensable il y a une génération. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde trouvait normal qu'à l'école, il y ait de l'échec. Et la mission de l'école n'était pas de faire en sorte que tous les enfants accèdent à un socle, comme nous disons aujourd'hui. La fonction de l'école était d'une certaine façon de trier. Je rappelle quand même que par rapport à cet âge béni que l'on cite souvent au début du siècle, il y avait la moitié des élèves seulement qui étaient présentés au certificat d'études. Et sur ceux qui étaient présentés, il y avait la moitié. Ce qui veut dire qu'à un niveau très modeste de scolarisation, il y avait déjà une conception très sélective pour une école républicaine, pour autant, et qu'il était, en tout cas au moins jusqu'au niveau du primaire, qui pratiquait, je dirais, dans ses missions, en quelque sorte, une sélection. Bon. Et aujourd'hui, le discours est plutôt le même. Le regard de notre société, ce qu'enjoint la société à l'école est complètement différent. C'est celle de la réussite pour tous. Ce qui veut dire que désormais, la responsabilité sociale de l'école est de faire réussir tous les élèves. Et ça change complètement ce que nous devons faire à l'école. Et en particulier, la scolarité obligatoire. C'est une chose qu'on cite rarement, mais je rappelle qu'on est dans un pays où la scolarité obligatoire de 6 ans à 16 ans, elle n'est pas obligatoire à partir de 3 ans, forcément moins de 2 ans. Ça a des conséquences d'ailleurs sur tous les indicateurs de coût, pardonnez-moi, mais bon, je ne m'étends pas. Et donc, ça, la question, c'est comment on fait aujourd'hui pour avoir réellement, au moins ou à la fin de la scolarité obligatoire, des enfants qui réussissent tous, c'est-à-dire en gros, pour prendre une terminologie contemporaine, accèdent, maîtrisent suffisamment au moins un socle, difficile à définir, d'ailleurs, Benoît Hamon l'a fort bien dit, de connaissances, de compétences et de culture. Bon. Alors c'est ça la question. Moi, ma conviction, et ce n'est pas évidemment en quelques heures qu'on va donner, c'est qu'il faut remettre en cause tout ce qu'a évoqué Benoît Hamon, tout ce que, implicitement d'ailleurs, Nathalie Jussot a évoqué aussi, mais il y a une question encore plus importante qui interroge même l'acte pédagogique. Ma conviction depuis longtemps est faite que la classe, telle que nous la connaissons, telle que vous êtes d'ailleurs aujourd'hui rassemblés, est un modèle pédagogique qui est le modèle du XIXe siècle, adapté à une école faite, comme je le disais tout à l'heure, et que c'est ça qu'il faut apprendre à remettre en question. C'est ce que nous essayons de faire petit à petit avec beaucoup de difficultés. Quand Benoît Hamon parlait du plus de maîtres que de classes, c'est pas simplement mettre plus de maîtres, c'est concevoir une classe et une façon d'enseigner
qui soit différente. Pour traiter quoi? Pour traiter l'hétérogénéité croissante des élèves. Alors parlons un mot, employons un mot, un langage d'économiste, tout simplement parce que l'éducation, quand on veut aller jusqu'au bout du bout de l'élève le plus en difficulté, c'est une activité économique à coût croissant. Contrairement à toutes les activités économiques que nous connaissons, en particulier les activités industrielles, une activité à coût croissant. C'est-à-dire que plus vous scolarisez, plus le coût est croissant. Et donc plus il faut mettre de... Et je ne dis pas simplement de moyens, bien sûr il faut des moyens, mais surtout il faut les penser, les organiser autrement. Et penser la pédagogie, la notion de programme est une notion évidemment complètement désuète aujourd'hui, et c'est évidemment ça qu'il faut travailler. Vous devinez que je pourrais développer longuement, et ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est plus simplement pour l'école primaire que ça vaut aussi pour le scolaire, et ça vaut maintenant pour notre enseignement supérieur, pour notre université, notamment au premier cycle, parce que nous avons aujourd'hui un enseignement universitaire qui est, en termes de proportion dans la population, aussi massif que l'était l'enseignement primaire il y a un siècle, et donc il ne faut pas fuir ça, et contrairement à ce que beaucoup de nos collègues, hélas, font, qui consiste à fuir le premier cycle, c'est au contraire probablement la mission première de tous nos collègues universitaires. Et c'est là d'ailleurs où, entre parenthèses, l'évaluation du coût d'un étudiant en enseignement supérieur n'a absolument aucun sens si on ne fait pas la distinction entre le premier cycle, le second cycle et a fortiori le troisième cycle. Voilà, je m'arrête là parce que... Bravo. Bon. Nathalie, je ne pense pas que tu puisses répondre à tout cela, donc... je voulais juste dire qu'on va publier, qu'on va vous soumettre tout ça. C'était absolument passionnant. Benoît Hamon, enfin tous, quoi, ils ont tous été étonnants. Et surtout, ce qui est formidable, c'est que vous n'êtes vraiment pas d'accord. Merci. Oh, c'est pas facile. Si.